John Doe et Jane Doe sont des termes utilisés principalement aux États-Unis pour désigner une personne dont l'identité demeure inconnue. Et des John et Jane Does, il en existe malheureusement partout dans le monde, avec certains et certaines restant non identifiés pendant des années, voire des décennies. Aujourd'hui, je vous présente 3 cas de personnes qui demeurent toujours non identifiées à l'heure actuelle. On commence sans plus tarder. Aux alentours de 16 heures, un homme se dirige vers l'entrée de la cathédrale de Liverpool. Et quelque temps plus tard, de la fumée émane de l'endroit où se trouvait l'homme. Transportant avec lui un bidon d'essence et une boîte d'allumettes, il s'est immolé. Peter McCabe, un témoin, tente d'éteindre les flammes, mais en vain. L'homme, gravement brûlé, est immédiatement transporté au Royal Liverpool Hospital, où il sera déclaré mort. Lorsque McCabe sera interrogé par la police, il affirmera que l'homme lui aurait dit s'appeler Kenny Williams et qu'il était sans domicile fixe. Un autre témoin dira aussi que l'homme aurait dit de veiller sur sa femme et ses enfants. L'enquête ne révèle rien de suspect concernant la mort de cet inconnu. Personne n'a été vu en train de fuir les lieux, rien n'indique qu'il s'agit d'autre chose que d'un suicide. Très vite, on cherche à identifier Kenny. Sa photo circule partout, des vérifications sont réalisées dans les fichiers d'empreintes digitales locaux et nationaux. On enquête auprès de divers établissements pour sans-abri aux alentours de Liverpool, des centres de désintoxication, le département de la sécurité sociale, maintenant le département pour le travail et les pensions, auprès de docteurs et dentistes locaux qui s'occupent des personnes SDF. On s'intéresse même à un magazine local, le Big Issue, vendu dans les rues de Liverpool et s'adressant aux SDF. Mais ça ne donnera rien. La victime, qui présentait des brûlures sur 90% de son corps à l'exception relative de ses pieds, portait des chaussures Reebok, avait les cheveux marrons et une coupe de cheveux Mohican, ainsi que les yeux bleus. Il s'agissait d'un homme blanc au corps fin, d'une tranche d'âge de 25 à 35 ans, et il mesurait 1m70. La cause de la mort est due à l'inhalation de fumée et des brûlures sévères. Dans un post publié dans le subreddit Unresolved Mysteries, l'utilisateur mentionne sa découverte en faisant des recherches sur internet. Un article publié en 1995 mentionne la condamnation d'un policier de Liverpool, Kenneth Williams, à 18 mois de prison pour bigamie. Il avait tenté de marier quelqu'un tout en étant déjà marié. L'utilisateur suggère la possibilité qu'il ait pu être mis en liberté provisoire sous caution ou autre, et qu'il ait décidé de mettre fin à ses jours, ne pouvant faire face à la honte et à la fin de sa carrière de flic. Un autre utilisateur, qui se présente comme un Scouser, avance la possibilité que personne n'a identifié Kenny par honte. Le suicide ayant pris place en dehors de la cathédrale et le concept même de suicide étant très mal vu au sein de l'église, peut-être que la famille a rejeté le fait qu'il ait mis fin à ses jours et que le suicide de Kenny aurait pu être publiquement condamné par une bonne partie des églises, amenant à une honte trop grande pour réclamer son corps. Il ne se nomme pas Kenny, mais il vient plutôt de Kenny, le surnom utilisé pour désigner Kensington, qui est un quartier de Londres. L'utilisateur avance que quelqu'un aurait pu dire à l'homme une phrase du style « Qui es-tu ? Tu viens d'où ? Qui a fait ça ?» Et il aurait pu essayer de dire qu'il venait de Kenny et que son nom était William ou quelque chose dans ce goût-là. Concrètement, le nom Kenny Williams devrait être pris avec un grain de sel. Peut-être que quelqu'un est à la recherche d'un être cher, mais pense que cet homme n'est pas lui parce que son nom n'était pas Kenny. Sa mort n'a pas été grandement médiatisée localement. L'utilisateur affirme que sa mère, qui bossait littéralement au sein de la cathédrale vers la fin des années 80, n'a jamais entendu parler de cette histoire, malgré le fait que cette dernière vivait proche du lieu où le drame s'est produit. Il explique que cela peut être dû au fait que Liverpool avait une communauté très ségrégée. Les catholiques, comme la mère de l'utilisateur, traînaient rarement avec les anglicanes. Il est possible que Kenny était un catholique qui aurait pu décider de mettre fin à ses jours à cet endroit par dépit. L'utilisateur ajoutant qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de ségrégation à cette époque-là entre les deux églises. Peut-être qu'en raison du fait que le suicide s'est produit là, devant cette cathédrale, eh bien, les catholiques n'ont jamais entendu parler de ce suicide. Et enfin, le suicide aurait été un gros non pour les médias, s'agissant d'un sujet assez tabou. Les Samaritains auraient longtemps cherché à ce que les médias n'abordent pas ce sujet-là. Lorsqu'ils ont décidé de chercher à savoir qui il était, le premier reportage sur l'homme immolé était probablement déjà dépassé, et peu d'attention a été finalement accordée, dû à la nature de sa mort.
L'utilisateur ajoute que sa famille sait probablement qui il est, avant de conclure que Liverpool est un endroit pour les âmes perdues. Cet homme aurait pu descendre de n'importe quel ferry ou train et aurait pu venir de n'importe où au sein des îles britanniques. Même si un accent scouse est facilement reconnaissable, je ne sais pas à quel point il pouvait parler clairement quand sa gorge était littéralement en train de fondre. Je pense qu'il aurait pu ne pas être du coin. Liverpool est une ville rejetée par le reste de l'Angleterre. On est la ville des rejetés qui accueille ceux qui n'entrent également pas dans la norme. Artistique, mais difficile et unique, les personnes qui n'ont pas leur place ailleurs se retrouvent à Liverpool. Dans une zone rurale désertique à l'est de Palmer Road et au nord de Bell Road, les chasseurs campant dans le coin découvrent sous un cactus effondré un crâne humain. Le crâne présente une fracture de 12 cm près de sa base, due à un traumatisme contendant, peut-être lié à une chute ou à quelque chose de plus sordide. Aucun autre os, aucun vêtement ou quelconque élément permettant une identification ne sera retrouvé sur les lieux. Le crâne est alors transféré au bureau du shérif du comté de Maricopa et la porte-parole du shérif, Myrna Frowning, révélera ensuite que la mâchoire de la victime avait été retrouvée au même endroit il y a quelques mois de ça, en février, et qu'elle est morte d'une cause indéterminée. Deux dentistes de Phoenix et un anthropologue de l'Université de l'Arizona vont établir un lien entre la mâchoire et le crâne. Les enquêteurs du bureau du shérif ont comparé les informations dentaires de la victime avec au moins une centaine de femmes au travers des États-Unis, sans résultat. Cependant, ils sont informés par les autorités texanes d'un match potentiel entre le crâne et le corps retrouvé au nord-est de Plainview, au Texas, le 16 février 1982. Le pathologiste Ralph Erdman affirmera être sûr à 95% que le crâne de la Scottsdale Jane Doe et le corps retrouvé à Plainview appartenaient à une seule et même personne, en se basant sur les caractéristiques des restes ainsi que les intervalles post-mortem similaires. Le corps retrouvé à Plainview et le crâne de Scottsdale furent enterrés ensemble dans un cimetière de Plainview sous le nom de Jane Doe. En 1983, le serial killer et serial menteur pathétique Henry Lee Lucas avouera avoir tué la Jane Doe de Plainview après avoir été poursuivi pour le meurtre de Becky Powell et Kate Rich, même s'il n'a jamais été poursuivi pour le meurtre de la Plainview Jane Doe. Il se rétractera par la suite, comme pour la plupart de ses aveux, mais à ce moment-là, on supposait toujours que le corps retrouvé à Plainview et le crâne retrouvé à Scottsdale appartenaient à la même personne. Oui, je dis supposait parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. En 1992, Ralph Erdman sera poursuivi en justice pour avoir falsifié des rapports d'autopsie, ayant commis des erreurs très graves qui ont notamment mené à l'égarement de la tête d'une femme et l'emprisonnement d'un homme pour la mort de son nouveau-né, qui sera révélé comme étant dû à une noyade accidentelle. Donc en fait, un père en deuil a été injustement poursuivi et emprisonné à cause de cet enfoiré. Et du coup, pour en revenir à l'affaire principale, son petit numéro a fait qu'on a enterré le crâne d'une jeune fille avec le corps d'une autre jeune fille. Non seulement ça a décrédibilisé l'hypothèse selon laquelle les restes retrouvés à Plainview et à Scottsdale appartenaient à la même personne, mais surtout ça a donné un sacré coup à l'enquête. Les restes seront exhumés et envoyés au Center for Human Identification à l'Université du Nord du Texas, et l'hypothèse sera officiellement réfutée lorsqu'on identifiera la victime de Plainview en 2023 comme étant Deborah Mackey, une jeune femme de 19 ans qui avait disparu en janvier 1982 à Lubbock, au Texas. Née le 23 juillet 1961, Deborah Denise Mackey était une jeune femme extravertie qui s'entendait avec tout le monde et avec qui tout le monde s'entendait, comme l'affirmera sa sœur Angela Terrell. On a nos doutes concernant ce qui aurait pu lui arriver. Elle n'est pas partie comme ça, elle nous aimait, nous et son enfant unique. Ça a été vraiment difficile. Mes enfants ne l'ont jamais connue et elle a eu des petits-enfants qui ne l'ont jamais connue. On lui a volé cette chance, et c'est tellement injuste. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir aller de l'avant et donner un digne enterrement à ma sœur. Deborah Mackey avait vécu une enfance difficile, étant tombée enceinte à l'âge de 11 ans. Selon Terrell, après le départ de la famille de Martin County, la vie de Deborah semblait s'être dégradée et elle vivait un peu une fast life. Quand elle a été vue pour la dernière fois, Mackey faisait 1m52 et portait un pantalon vert, une chemise à carreaux, un manteau à capuche à motif, des chaussures marron et un bandana rouge et blanc sur la tête. Sa famille signalera sa disparition, mais honnêtement, je ne sais pas si la police s'est vraiment démenée pour la retrouver en 82. Le lieutenant de la Lubbock Police Department, Raymond Doza, dira que les officiers qui ont repris l'enquête en 2011 à la demande de la famille ont dû recommencer du début. La première chose que ces officiers ont tenté de faire était de retrouver le dossier et de déterminer s'il en était advenu.
Ce n'était pas tâche facile puisqu'en 82, il s'agissait simplement d'un simple rapport écrit à la main. Donc les détectives ont dû trouver ce rapport et travailler avec ça. Donc en février 1982, le corps de Merky est retrouvé sur le bas-côté de la route, les mains liées. Il s'agit d'un meurtre, elle a été abusée sexuellement et le tueur l'a décapitée. Sa tête ne sera d'ailleurs jamais retrouvée. Malgré la décomposition partielle, les empreintes de Merky avaient pu être prélevées, mais ces dernières n'étaient pas dans la base de données du FBI, des autorités du Texas ou de l'Arizona. Et il a fallu attendre 41 ans pour que Merky soit enfin identifié, parce que les policiers pensaient de manière erronée que le corps appartenait à une femme blanche. Comme je l'avais dit précédemment, le serial killer et serial menteur, Henry Lee Lucas, avouera le meurtre de Merky en 83, avant de finalement se rétracter, mais on n'a rien à foutre de lui. Concernant Deborah Merky, la personne responsable de sa mort n'a toujours pas été retrouvée. La mère de Deborah est morte en 1993, sans savoir ce qui était advenu de sa fille. À chaque fois qu'on se réunit en famille, on ne parle que de ça, d'à quel point elle nous manque, que sa vie a été volée. Du coup, l'identité de la Scottsdale Jane Doe demeure toujours inconnue, 42 ans après. L'âge est estimé entre 15 et 19 ans, la victime était blanche, avait un visage fin, des dents du haut éventuellement saillantes et des plombages récents. Elle était de sexe féminin, avait les cheveux marrons et était de petite taille. L'intervalle post-mortem est estimé de 18 mois à 2 ans et la cause de la mort ne peut pas être déterminée. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant malheureusement. Un couple conduisant dans les bois sur la route entre l'autoroute 23 et le fleuve Mississippi retrouve un jeune adolescent pendu depuis un platch minier avec un drap noué autour du cou. Contre le tronc de l'arbre repose un bocal en verre fermement scellé contenant une lettre de suicide adressée aux parents du jeune garçon. Maman, papa, j'ai le sentiment d'avoir agi de manière très méthodique et avec beaucoup de sang-froid dans mes actes et mes paroles. Il vaut mieux que je cesse de vivre, silencieusement, plutôt que de risquer plus tard que je craque et me brise par la violence ou de m'éterniser pendant des années sous les soins. Je ne suis jamais devenue une véritable personne et je ne peux tolérer la fausse et vide existence que j'ai créée. Je vous implore de consulter un psychiatre afin que vous puissiez comprendre ma mort et ma vie. Posez des questions approfondies sur ce que j'étais et vous verrez qu'il n'est pas tragique que je sois partie, et plus naturel que si j'avais continué. Police, vous êtes tenus de préserver la paix et l'ordre dans le pays. Si vous cherchez à savoir qui j'étais et dépensez des centaines de dollars, vous n'accomplirez pas grand-chose. Il n'y a pas de conséquences juridiques à ma mort ou toute forme d'implication. Tout ce qui peut arriver, c'est que vous allez briser la tranquillité de 2 vies innocentes. Ne les privez pas de l'espoir que leur fils disparu reviendra. Laissez-moi ainsi. Faites comme si je n'avais jamais été là. Incinérez-moi simplement en tant que John Doe. Je suis née avec une mélancolie perverse, omniprésente. Mon cerveau a toujours travaillé à contre-courant de mon développement réel. J'ai refusé d'exprimer des émotions ou d'avoir des relations sociales avec les gens. En fait, je refusais d'accepter que j'étais un animal et que j'avais besoin de liens sociaux. Ce qui m'a le plus frustrée dans l'année précédente était le fait que je n'avais construit aucun lien avec la famille ou des amis. Il n'y avait rien de durable ni de précieux. J'ai mené une existence détachée et j'étais une parodie d'une personne, au sens littéral comme au figuré. Je ne racontais pas des blagues. J'étais la blague. Je suis une bombe de frustration qui ne devrait jamais se marier ou avoir des enfants. Il est plus sûr de désamorcer la bombe de manière inoffensive maintenant. Je ne veux pas m'embêter avec le fait d'être une personne réformée et soignée, avec une vie en dents de scie. Je suis aussi égocentrique que ça. J'ai voulu faire ça pendant plus d'1 an. Je ne suis pas triste ni ne vois cela comme tragique. Je ressens une délivrance. C'est le seul moyen que je connais pour atteindre l'harmonie. J'ai été un bébé renfermé qui est devenu une personne désagréable, renfermée. Je me suis convaincue et convaincu les autres de mon incapacité à être un atout pour la société. Je ne suis plus intéressée par le monde et je sais qu'il n'est pas intéressé par moi. Quand tu cesses de grandir, tu es mort. J'ai arrêté de grandir il y a un bon moment. Maman, papa, vous m'avez offert d'excellents avantages, privilèges et expériences. J'ai vraiment vécu plus de choses que beaucoup d'autres dans... Je suis extrêmement reconnaissant pour tous vos sacrifices, votre temps et votre soutien. Maintenant, je vous remercie avec un acte arrogant. Sous cette lumière, je le vois effectivement comme criminel. Je ne peux qu'espérer que vous voyez que c'est moi qui ai causé. L'âge de l'adolescent est estimé entre 16 et 18 ans.
Le garçon était blanc, de sexe masculin, mesurait 1m82 et pesait 68 à 72 kg. L'intervalle post-mortem est de quelques heures seulement, ce qui fait que le corps était dans un état reconnaissable. La cause de la mort est due à un suicide par pendaison, puisque la mousse retrouvée sur ses vêtements correspondait à ceux retrouvés sur l'arbre, démontrant qu'il avait grimpé l'arbre de lui-même pour mettre fin à ses jours. Il avait les cheveux marrons, courts, les yeux marrons, les dents du haut légèrement saillantes. Il portait une chemise en maille Puritan de couleur maroon, une couleur proche du bordeaux, et jaune à manches longues, un pantalon blue arrow avec une ceinture marron et des chaussettes dépareillées, l'une étant grise et l'autre bleu foncé. Il ne portait pas de chaussures. Le corps est emmené pour autopsie et ses empreintes sont envoyées à Washington DC sans résultat. Un portrait robot est réalisé, le seul, et le corps de l'adolescent est embaumé et gardé dans un funérarium de Algiers en Louisiane pour être exposé. Le mystère autour de son identité devient une affaire nationale et 300 familles iront à Plaquemines Mines Parish pour voir si l'adolescent pouvait être leur fils disparu. Mais ça ne donnera rien. Une famille en particulier, venue du Tennessee, ira au funérarium pour voir si le John Doe était Charles Wallace Jr., un jeune homme âgé de 19 ans lorsqu'il s'est volatilisé d'une maison pour adolescents toxicomanes dans la ville de Memphis, au Tennessee. La mère de Charles confirmera que le John Doe n'était pas son fils, même si le dossier dentaire, les informations dentaires de Charles, correspondaient à celui du John Doe. J'ai essayé d'obtenir plus d'informations concernant Charles Wallace et sa disparition, mais il n'y a que dalle. Malheureusement. En tout cas, les recherches s'arrêteront le 12 juin 1975 après que le corps d'adolescent ait commencé à se décomposer. Alors c'est très récent, il y a eu un développement concernant la disparition de Charles Wallace Jr. Des ossements retrouvés à Lee County, en Arkansas, en 1977, dans un champ près de la US Route 79, ont été identifiés comme appartenant à Charles Howard Wallace Jr. On n'a pas de détails concernant la mort ou autre, mais en tout cas, le John Doe de Plaquemines Parish n'était effectivement pas lui. Il a été identifié en septembre 2025 par Outram, une société américaine spécialisée dans la généalogie génétique médico-légale, afin de résoudre des meurtres et des disparitions non élucidées, ainsi que l'identification de personnes décédées et ou des victimes de meurtres non identifiées. L'adolescent a été enterré sous une tombe anonyme dans le cimetière de Woodlawn, qui fut plus tard racheté par Mouth Funeral Home dans les années 90. Après ça, il n'y a pas eu tant de développement que ça. L'affaire est tombée dans l'oubli et le portrait robot de ce jeune garçon s'est peu à peu dissipé dans la tête des gens. Entre les années 90 et début 2000, les données concernant notre John Doe ont été perdues lors d'un ouragan, ce qui faisait qu'on n'avait plus aucune idée sur où la tombe de l'adolescent était localisée. En 2005, un forum sur WebSleuth fut créé et les utilisateurs de ce forum ont pu retrouver l'emplacement de la parcelle dans les archives du funérarium d'origine. Une demande fut réalisée auprès du nouveau funérarium pour indiquer l'emplacement de la tombe de John Doe, mais le funérarium a refusé de dévoiler cette information parce qu'ils ne peuvent communiquer cette information à n'importe qui d'autre que les forces de l'ordre. Selon Merleson Trammell, les autorités furent contactées et n'ont apparemment exprimé peu, voire pas intérêt pour identifier ce jeune garçon. Malheureusement, comme il n'y a pas de crime, la motivation pour identifier quelqu'un dans une affaire vieille de près de 50 ans semble inexistante. La page Nameless et la page Doe Network concernant le Plaquemines Parish John Doe n'ont été ajoutées que très récemment, en 2022. Maintenant, passons aux hypothèses, parce que, évidemment, les gens ne peuvent s'empêcher de spéculer. Certains suggèrent la possibilité qu'il était sociopathe, compte tenu du fait qu'il mentionnait vouloir éviter d'être brisé par la violence et d'être enfermé sur lui-même. Et dit comme ça, c'est vraiment ridiculement insuffisant pour émettre un foutu diagnostic, mais ça pourrait expliquer pourquoi il demandait à ses parents de demander en profondeur sur ce qu'il était. Mais ça s'arrête là, et honnêtement, on peut interpréter ça différemment. La sociopathie est caractérisée par une absence. On ne peut pas ressentir d'empathie, de honte, de culpabilité ou de remords. Et dans le cas de cet adolescent, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il se soucie de ses parents. Il ne veut pas qu'il se sente coupable concernant sa mort. Et la sociopathie rentrerait apparemment en contradiction avec le fait de se suicider. Ça peut arriver, bien sûr, hein, mais apparemment c'est très rare. Honnêtement, je doute qu'il était un garçon sociopathe. D'autres pensent que notre John Doe aurait pu avoir commis un crime grave ou avoir eu le désir d'en commettre un. Ça pourrait expliquer ses propos concernant le fait de vouloir éviter d'être brisé par la violence, mais surtout, si on part sur cette hypothèse, qui n'est que pure spéculation, hein, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de preuves, ça voudrait dire qu'il n'avait pas encore passé à l'acte. Une autre hypothèse suggère que John Doe ait pu être sur le spectre de l'autisme.
Ça expliquerait ce qui pourrait se traduire comme des difficultés à communiquer avec autrui et sa déconnexion avec la société, et sachant qu'à l'époque, être autiste était d'autant plus mal perçu qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui voient les personnes autistes ou même neuroatypiques, en général, soit comme des bêtes de foire, soit comme des enfants éternels, ou comme des créatures, voire les trois en même temps. Alors imaginez à l'époque. C'est une bonne piste, mais encore une fois, on n'a aucune preuve. Je suis d'accord avec Charmant sur le fait qu'il est presque certain que notre John Doe souffrait de troubles mentaux, notamment de dépression et de tendances suicidaires. Mais certaines personnes affirment qu'il aurait pu avoir d'autres troubles, comme la schizophrénie, la bipolarité, ou tout autre trouble. Ce qui expliquerait pourquoi il a demandé à ses parents de consulter un psychiatre et poser des questions sur ce qu'il était. Tout comme le spectre de l'autisme, à l'époque et encore aujourd'hui, les troubles mentaux étaient vraiment tabous. Ceux qui souffraient de troubles mentaux étaient stigmatisés. D'ailleurs, certains vont jusqu'à suggérer la possibilité que notre John Doe ait pu venir d'un hôpital psychiatrique, puisqu'il n'avait pas de chaussures et il avait avec lui un drap. Tout comme les troubles mentaux et l'autisme, être queer était aussi très mal perçu. Aux États-Unis, 2 ans avant le suicide de John Doe, la American Psychiatric Association venait tout juste de décider de retirer l'homosexualité de leur manuel recensant les troubles mentaux, et ils prendront une bonne année pour la retirer officiellement. Comme nous le savons à cause de Juneteenth, ça prend toujours beaucoup trop de temps pour que les informations concernant les droits humains parviennent jusqu'au Sud. Cela signifie que de nombreuses personnes croyaient encore que le fait d'être homosexuel était un trouble mental, ce qui est horrifiquement encore le cas aujourd'hui. Charmant mentionne aussi l'incendie criminel du Upstairs Lounge en juin 1973, tuant 32 personnes et blessant 15 autres durant les célébrations du mois de la fierté en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Après l'incendie, il a été difficile de trouver une église qui accepterait d'accueillir les cérémonies commémoratives en raison de l'homophobie. Les restes d'une victime ont été rejetés par sa famille et elle a été enterrée dans une commune avec 3 autres victimes non identifiées, dont une a finalement été identifiée en 2018. Le contexte démontre comment était perçue et traitée la communauté LGBTQ+, mais aussi comment notre John Doe aurait pu voir ça et se voir s'il était effectivement dans le placard. Ça répondrait à la question sur ce qu'il était, s'il était homosexuel, transgenre, ou du moins s'il faisait partie de la communauté queer. Il y a également la possibilité que notre John Doe ait pu venir d'un programme de thérapie de conversion, puisque ces dégueulasseries commençaient à gagner en notoriété dans les années 70, malheureusement. D'autres personnes réfutent cette possibilité par le fait qu'il semblait se soucier de ses parents dans sa lettre de suicide. Mais s'il avait été manipulé à croire ce qui aurait pu être dit durant ce programme de thérapie de conversion, il aurait très bien pu ne pas être en colère ou être rancunier vis-à-vis de ses parents. Boyer Cousins a été vu pour la dernière fois à Virginia Beach, en Virginie, le 1er février 1975. Ses parents étaient partis hors de la ville et à leur retour ont retrouvé une note de Bayard leur disant de ne pas se faire de soucis. Cousins était un homme blond de 22 ans avec des cheveux marrons foncés et des yeux hazel. Il faisait entre 1m87 et 1m90. Il faisait aux alentours de 72 kg. Cousins avait une cicatrice en forme de croix sur l'un de ses doigts et portait des lunettes. Il était un militant écologiste et parlait couramment l'anglais et l'espagnol. Perry O'Call a été vu pour la dernière fois à Grayling au Michigan le 15 mars 1974 en dehors du Rialto Theatre aux alentours de 20h30. Il a eu un petit accident de voiture et a fui la scène, sûrement dû à un mauvais dossier de conduite et le fait qu'il était en probation. Sa voiture fut retrouvée 90 minutes plus tard, phare et moteur allumés, à 24 km au sud de Grayling, sur le côté de la Interstate 75. Corlew était introuvable. Il avait 18 ans lorsqu'il a disparu, les cheveux marrons et les yeux verts. Il faisait entre 1m80 et 1m93 et son poids était aux alentours de 74 kg. Un détail intéressant concernant Corlew est que, selon les enquêteurs, les informations dentaires de Corlew ont été égarées après qu'elles aient été envoyées pour être comparées à celles d'un John Doe en Louisiane. Est-ce que c'était pour notre jeune garçon? On n'en sait rien. Charmant soulève d'autres questions concernant notre John Doe, notamment l'emplacement de ses chaussures et la raison de sa présence en Louisiane. L'endroit où a été retrouvé John Doe était assez marécageux. On supposerait donc que la plupart des gens porteraient des chaussures. Alors pourquoi n'en portait-il pas? Charmant suggère la possibilité que John Doe ait perdu ses chaussures lors de convulsions, qui peuvent survenir quand la mort est imminente. Si John Doe portait des mocassins faciles à enfiler, alors en vogue à l'époque, ils ont pu être projetés et s'enfoncer dans les eaux troubles des marais.
Même si les chaussures avaient été retrouvées, il est fort probable qu'elles n'auraient pas été associées à John Doe. Concernant sa venue en Louisiane, Trammell évoque la possibilité que notre John Doe ait pu être dans le coin en raison de Mardi Gras, une fête qui prend place au sein de la Nouvelle-Orléans, sachant qu'en 1975, la fête s'était produite le 11 février. Intéressant, même s'il aurait pu aussi être en Louisiane dans le cadre d'un quelconque programme de réhabilitation ou de conversion ou autre. Est-ce qu'on doit respecter le vœu de ce garçon? De le laisser s'évaporer de la mémoire des gens, de rester un corps, un John Doe dont la finalité de sa vie laisse une trace, une émanation même, de mystère? De laisser sa famille et ses proches sans réponse? De rester illusionné jusqu'à leur dernier souffle? Cet adolescent a aspiré à une damnatio memoriae. Il a jugé comme condamnation appropriée pour ce qu'il a considéré comme un crime dont seul lui connaît la nature, d'être oublié, effacé. Il voulait être oublié, ce qu'on pourrait juger comme ironique, puisqu'après 50 ans, on pense encore à lui, et à qui il aurait bien pu être. Trammell écrit en conclusion que ce jeune homme mérite de récupérer son nom, et bien qu'il y ait une volonté de suivre son dernier souhait, sa famille a le droit de savoir ce qui lui est arrivé. La disparition d'un enfant, comme il est rapporté par les parents d'enfants autrefois disparus, est presque pire que le fait que leur enfant soit retrouvé, parce qu'il se retrouve prisonnier d'un espoir déchirant. La probabilité que ses parents soient encore en vie aujourd'hui s'amoindrit au fil des jours. En espérant que la médiatisation et un nouvel intérêt pour le dossier puissent encourager les autorités à rouvrir l'enquête. C'est la fin de cette vidéo. Que les personnes citées reposent en paix, que justice soit faite pour Deborah Mackey et que nos questions soient répondues vis-à-vis de chaque Doe présenté dans cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un pouce vers le haut ou vous abonner, ou alors ne rien faire du tout, faites ce que vous voulez. Mon Linktree n'est plus en description parce que je souhaite apporter des modifications, et de toute façon, ça sert à rien de me suivre ailleurs, je ne suis pas active. Je vous dis à la prochaine, j'espère, et salut!